whispering started coming about from the White House saying that birds were in the process of being murdered on a mass level. I should like to tell you that I have seen some of the experiments shown in this film. Nous commencerons par les entrées légèrement dérangeantes et nous avancerons lentement vers certains des résultats les plus visuellement horrifiants sur le web. J'ai créé cet iceberg moi-même et il est exclusivement composé du pire du pire. Commençons par le sommet de l'iceberg. Niveau 1. La théorie du complot, les oiseaux ne sont pas réels. En 2019, un immense panneau d'affichage est apparu à Memphis, Tennessee, déclarant « Les oiseaux ne sont pas réels ». Les partisans du mouvement insistent sur le fait qu'à un moment donné, entre 1959 et 1971, le gouvernement fédéral a exterminé tous les oiseaux aux États-Unis et les a remplacés par des drones ressemblant à des oiseaux utilisés pour espionner les citoyens. Les oiseaux se posent sur les lignes électriques pour se recharger et défèquent sur les voitures pour les suivre. Il croit également que John F. Kennedy n'était pas d'accord pour tous les oiseaux et a été assassiné pour être écarté. Le fondateur du mouvement était Peter McIndoe, âgé de 23 ans en 2017. D'ici 2019, plusieurs comptes Les oiseaux ne sont pas réels sont apparus sur YouTube, Instagram et TikTok, avec des centaines de milliers d'abonnés. Les partisans se sont présentés à des matchs de sport en scandant des slogans sur les oiseaux. Il y avait aussi des autocollants disant « Les oiseaux ne sont pas réels », apparaissant partout. Des manifestations organisées ont éclaté. L'une d'elles s'est déroulée devant le siège de Twitter à San Francisco, pour demander à l'entreprise de changer son ancien logo d'oiseau. McIndoe a également donné des interviews télévisées sur le mouvement. Cela a duré 7 ans. Puis, lors d'une interview, McIndoe a révélé que « Les oiseaux ne sont pas réels » était entièrement inventé, un mouvement satirique fait pour rire. I have been playing a character for the past 5 years who believes that every bird is a surveillance drone and who's part of a larger movement called the Birds Aren't Real movement. I've been basically representing the movement, never leaving character. Le Dark Web. Le Dark Web est constitué de sites web qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. Des rumeurs sur la Red Room, au site où les gens publient des annonces pour du cannibalisme, comme Alexander Nathan Barter. Le Dark Web permet aux criminels de prospérer sans craindre que les forces de l'ordre ne les traquent. Et tout cela grâce au routeur Onion, Tor, un serveur spécialisé qui déguise les adresses IP et, par extension, les identités. Tor a été développé par le gouvernement américain en 2002 pour que les membres de la communauté du renseignement américain puissent utiliser Internet sans être identifiés. Mais si les seules personnes utilisant le Dark Web étaient des espions américains, cela aurait défait le but. C'est alors qu'ils ont eu l'idée brillante de le rendre accessible au grand public en 2014. Cela a fonctionné. Il n'y avait plus seulement des espions américains sur le Dark Web, des passionnés d'informatique, des défenseurs de la vie privée, des journalistes et des personnes sous des gouvernements répressifs ont envahi le site. Mais ce type d'anonymat a également attiré des criminels. Tout, des armes et des drogues, des terroristes, des hackers maintenant, des gages, des fausses cartes d'identité, des escortes, du trafic d'êtres humains et l'insaisissable Red Room. Puis, il y a ceux qui l'utilisent pour des choses encore plus maléfiques. En octobre 2018, Alexander Nathan Barter était au Texas avec un couteau, un sac poubelle, un téléphone portable et une tablette. Il allait manger la fille de 13 ans d'un homme qu'il avait rencontré sur le Dark Web, après que Barter ait publié une annonce sur un site Dark Web cherchant quelqu'un prêt à lui permettre d'essayer la nécrophilie et le cannibalisme. Mais ses plans ont rencontré un obstacle lorsqu'il a réalisé qu'il parlait à un agent infiltré. Il a été arrêté et condamné à 40 ans de prison. Niveau 2. Pâtes de grenouille salées. Les pâtes de grenouille salées, également connues sous le nom de danse des pâtes de grenouille, sont un phénomène bizarre que les gens remarquent avec les pâtes de grenouille. Après qu'une grenouille a été fraîchement tuée et saupoudrée de sel, elles commencent à se contracter comme si elles étaient vivantes et dansaient. Mais ne vous inquiétez pas, ces pâtes de grenouille ne sont pas hantées. Tout est à cause du sodium dans le sel. Ils agissent comme des charges électriques, déclenchant des nerfs et libérant toute l'énergie restante dans les pattes de grenouille, provoquant la contraction des muscles en ce qui semble être des sauts.
Le même phénomène a été observé lorsque des pattes de grenouille étaient plongées dans une soupe chaude ou de l'eau bouillante. La chaleur stimulait les muscles de la patte de grenouille à se contracter pendant une courte période. Un spectacle très étrange et effrayant. Comment séduire une dinde ? Depuis les années 1950, les éleveurs de couvoirs commerciaux et les scientifiques de la volaille ont remarqué une diminution du nombre d'œufs éclos parmi les dindes en captivité. Pendant longtemps, personne ne savait ce qui causait cela. Puis, le Dr Martin Sheen et le Dr Edward Hale ont pris les choses en main et ont réalisé plusieurs expériences pour comprendre l'esprit du dindon mâle. Bien que beaucoup d'entre elles étaient assez ordinaires, comme induire des phases d'accouplement précoces chez les dindons mâles et femelles, une expérience s'est démarquée des autres. Sheen et Hale voulaient découvrir quelle partie de la dinde femelle attire tous les garçons. Et ont commencé à fabriquer une dinde femelle empaillée et un enclos de mâle actif. Pour découvrir quelle partie de la dinde femelle les excite. Ils ont donc lentement retiré des parties du modèle de dinde, les pieds, les ailes, etc. Les dindons n'ont jamais cessé d'essayer de s'accoupler avec elles. Bientôt, le corps avait disparu, et tout ce qui restait était une tête et un cou monté sur un bâton. Même lorsque cette caricature d'une sucette était présentée au dindon mâle, il devenait fou, essayant de s'accoupler. Le résultat de l'expérience, les dindons mâles s'accoupleraient pratiquement avec n'importe quoi. Tatouage de l'œil. Peu de tatouages sont si dangereux qu'ils ont été interdits dans 3 États américains et 2 provinces canadiennes. Mais les tatouages de l'œil ont fait partie de cette très exclusive sélection. Décrits comme l'une des formes les plus extrêmes de modification corporelle, les tatouages de l'œil ne sont pas exactement des tatouages. Ils changent la couleur de l'œil de manière permanente. De l'encre de tatouage à base d'eau est injectée dans le blanc de l'œil à plusieurs endroits. Puis, l'encre se répand autour de l'œil. En plus d'être très douloureux, cette procédure comporte de nombreux risques. Mais cela n'a pas empêché les gens d'essayer ce tatouage risqué. L'un d'entre eux était le mannequin canadien Kat Gallinger. En 2017, Gallinger s'est rendu chez un tatoueur pour un tatouage de l'œil. Cependant, l'artiste a utilisé une encre trop épaisse et n'a pas créé suffisamment de sites d'injection. Ses yeux ont commencé à fuir du liquide. L'infection s'est ensuite propagée et les yeux de Gallinger ont gonflé. La procédure ratée a laissé Gallinger avec une vision floue dans un œil. Cela ne veut pas dire que tout le monde qui les obtient devient aveugle. Il y a des centaines d'histoires de succès en ligne. Farrah Flawless, par exemple, a ses tatouages des yeux depuis 2007. Et elle va très bien. Donc, la question est, allez-vous vous faire tatouer l'œil ? Niveau 3. Le pouls de la langue. La nature est remplie de nombreux moments doux. Le coucher du soleil, un bébé girafe essayant de se tenir debout pour la première fois, mais il n'y a rien de beau chez le pouls de la langue. Comme son nom l'indique, le pouls de la langue est un parasite qui se nourrit des langues d'autres animaux. Ça a l'air horrible, non ? Il se faufile dans les poissons par les branchies, s'accrochant à la langue du poisson, coupant l'approvisionnement en sang. Lorsque la langue se flétrit et tombe, le pouls prend sa place. Mais, de manière intéressante, le pouls ne tue pas le poisson. Tandis qu'il se nourrit de certains du sang et du mucus du poisson, il sert également de nouvelles langues du poisson. Ainsi, les deux continuent de vivre côte à côte et ont même réussi à atteindre les marchés de fruits de mer et les restaurants. Que se passe-t-il si le pouls de la langue se retrouve chez les humains ? Heureusement pour vous, ce parasite étrange n'a pas encore goûté à la langue humaine, pour l'instant. Et certaines personnes mangent même le pouls comme faisant partie de leur alimentation régulière. Alors bon appétit. Tumeur tératome. Lorsque les cellules du corps humain vieillissent ou sont endommagées, elles meurent. Et de nouvelles cellules prennent leur place. Mais parfois, ce processus ne se déroule pas exactement comme prévu. Et des cellules anormales se développent et se multiplient lorsqu'elles ne le devraient pas, formant des amas de tissus qui pourraient être cancéreux ou non cancéreux appelés tumeurs. Mais il existe un type rare de tumeur qui contient une petite surprise supplémentaire. Des fragments de parties du corps comme des dents, des cheveux, des os et des muscles. Ces tumeurs sont appelées tumeurs tératomes et surviennent souvent chez les adultes. Parfois, ces tumeurs dégoûtantes peuvent même contenir des globes oculaires visqueux. Alors, comment ces choses de cauchemar surviennent-elles ? Eh bien,
Ces tumeurs proviennent de cellules qui auraient dû devenir des organes comme les yeux dans le corps. Mais quelque chose les a empêchées de se développer. Elles restent donc dormantes pendant des décennies, avant de finalement se développer quelque part dans le corps. Celles qui devaient devenir des cheveux ont des mèches de cheveux. Celles qui devaient être des globes oculaires ont des yeux. Au cas où vous vous inquiéteriez de pouvoir avoir un globe oculaire caché dans votre corps, cette tumeur ne survient que chez environ 1 à 14 personnes sur 100 000 chaque année. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être l'une de ces 14 personnes. Mellification. Il y a longtemps, pendant la dynastie Ming du XVIe siècle, il y avait un herboriste et pharmacien chinois prestigieux nommé Li Shizhen. La position de Shizhen lui a permis d'avoir accès à de nombreux livres médicaux rares, dont l'un lui a appris une tradition appelée mellification. La mellification remonte au XIVe siècle, lorsque des Arabes âgés, proches de leur mort, se donnaient une forme de momification. Mais cela ne préservait même pas leur corps dans des vêtements. Et cela ne se produisait pas lorsqu'ils mouraient. Longtemps avant leur mort, ils arrêtaient de manger de la nourriture et de boire de l'eau, et se limitaient à un régime strict de miel. Ils se baignaient même dedans. Au moment de leur mort, même leur sueur et leurs excréments contenaient du miel. Mais ce n'était que le début. Lorsque les anciens mouraient, leur corps était placé dans des cercueils de pierre remplis de miel et laissés pendant un siècle. Puis, le cercueil était ouvert et le mélange de restes humains décomposés et de miel était mélangé, formant la personne de miel, ou homme mellifié. Il était censé guérir les os cassés, les blessures et d'autres maux et était vendu à un prix élevé. Brian Peppers. En 2005, une photo de Brian Pepper a commencé à circuler sur ytmnd.com, un site web populaire pour les mèmes. La photo était si bizarre qu'elle est rapidement devenue un mème populaire. Beaucoup de gens pensaient que le visage de Brian était faux ou photoshopé. Ce n'est que plus tard qu'il a été révélé que c'était la photo d'une vraie personne. Brian est né avec un trouble appelé syndrome de Crouzon. Cette condition a provoqué des yeux proéminents et des traits faciaux déformés. Finalement, cela l'a handicapé et il a été placé dans une maison de retraite. Mais très peu de gens ont eu pitié de s'être moqués de Brian. La raison pour laquelle sa photo avait été mise en ligne était qu'il figurait sur le registre des délinquants sexuels en Ohio après avoir été reconnu coupable d'imposition grave en Ohio en 1998. Une version de l'histoire dit que Brian avait peloté une infirmière qui s'occupait de lui. Cependant, le registre des délinquants sexuels indique qu'il s'agissait d'une jeune fille. Brian a purgé 30 jours de prison et 5 ans de plus de probation pour ce crime. Le mème est redevenu populaire en 2012 après le décès de Brian Peppers des complications d'une consommation excessive d'alcool. Chose dégoûtante dans la restauration rapide. La restauration rapide est riche en calories, en graisse, en sucre et en sel, mais pauvre en nutriments. Juste 2 raisons pour lesquelles les experts en santé sont contre. Mais les choses que ces personnes ont trouvées dans leur nourriture pourraient être la raison pour laquelle vous réfléchirez à 2 fois avant de prendre un Big Mac. Ron Morais le fera certainement. L'homme canadien a commandé un café chez McDonald's. Après l'avoir bu toute la journée, il l'a ouvert pour prendre cette dernière gorgée. Mais à l'intérieur du gobelet, il a trouvé une surprise désagréable. Une souris morte. So I always take the lid off to take my last gulp of coffee. And when I took the lid off, there was a little bit of surprise in my coffee cup. It was a dead mouse. Puis, il y a eu le scandale Cadbury en 2003, lorsque plusieurs cas de chocolat Dairy Milk contenant des vers ont été signalés. Mais le plus fou reste peut-être John Agnesini, qui a acheté un sandwich Subway à New York en 2008. Après avoir mordu dans quelque chose de dur, il a ouvert son sandwich pour trouver un couteau de 15 cm au milieu. Cette petite erreur a coûté $20 000 à Subway. Et avant de penser que les choses dégoûtantes se trouvent uniquement dans la restauration rapide, voici l'histoire d'un touriste allemand nommé Axel Sandsklaus. Il a commandé un filet mignon à $40 au restaurant Bull & Beer à New York. Dès sa première bouchée, il a mordu dans un tampon ensanglanté. C'est une façon d'obtenir sa dose quotidienne de fer. En y réfléchissant bien, la nourriture faite maison est peut-être plus sûre. Hyperdontie. L'enfant typique a 20 dents dans sa bouche. À l'âge adulte, ses dents de lait sont remplacées par 32 dents brillantes. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Une condition appelée hyperdontie peut amener les gens à avoir plus de dents. Cela peut être juste une ou cela peut être beaucoup plus. Ces dents supplémentaires poussent très près des dents normales, encombrant la bouche et peuvent être retirées. Un adolescent de 17 ans en Inde avait 232 dents dans sa bouche et a dû les faire toutes extraire lors d'une opération de 7 heures. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, l'hyperdontie n'est ni dangereuse ni mortelle. Elle provoque juste un gonflement et une douleur dans la mâchoire et les gencives. Personne ne sait exactement ce qui la cause. La génétique pourrait jouer un grand rôle dans qui l'obtient et qui ne l'obtient pas. Niveau 4. Patricia Piccinini. Patricia Piccinini est une artiste née en Sierra Leone, connue pour créer des êtres génétiquement modifiés hyper réalistes en utilisant du silicone, des cheveux humains et du bois. En 2016, lorsque la TAC, Transport Accident Commission en Victoria, Australie, a remarqué une augmentation des accidents de voiture, ils ont décidé de faire quelque chose de différent pour créer une conversion autour de la sécurité routière. La TAC a commandé à l'artiste renommée née en Sierra Leone, Patricia Piccini, au chirurgien traumatologue Christian Kenfeld et à l'expert aux enquêtes sur les accidents David Logan. Ce trio inhabituel a été réuni pour concevoir un humain évolué qui pourrait survivre à n'importe quel accident de voiture. Le résultat fut Graham, quelque chose ou quelqu'un qui deviendrait le cauchemar de plusieurs personnes. D'un visage plat rempli de graisse à une douzaine de mamelons et un crâne énorme, chaque partie de Graham a été soigneusement pensée pour amortir l'impact des chocs et des secousses d'un accident. Mais le projet Graham n'était pas la première fois que Piccini s'essayait à la création d'êtres génétiquement modifiés hyper réalistes en utilisant des cheveux humains, du silicone, du cuir et du bois. Elle a une longue histoire de création de ses œuvres d'art grotesques. Tragédie de la grotte Nutty Petty. La grotte Nutty Petty était autrefois une attraction populaire pour les spéléologues professionnels et amateurs, y compris les troupes de Boy Scouts et les étudiants. Située dans l'Utah, aux États-Unis, la grotte attirait presque 5000 personnes par an grâce à ses virages serrés, ses tours et ses rampements, ainsi que ses passages étroits et glissants. Certains d'entre eux venaient la nuit et 4 fois, des personnes s'étaient retrouvées coincées à l'intérieur et avaient dû être secourues. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une tragédie ne survienne. Les autorités ont fermé la grotte en 2006. Mais les partisans de la grotte ont protesté contre la fermeture et les responsables de l'Utah ont rouvert la grotte en mars 2009. Le 24 novembre 2009, John Edward Jones, 26 ans, a décidé de faire de la spéléologie à Nutty Petty. Il était marié et avait un enfant et en avait un autre en route. Bien qu'il ait eu beaucoup d'expérience en spéléologie avec son père et son frère lorsqu'il était enfant, Jones n'avait pas fait beaucoup de spéléologie à l'âge adulte. Néanmoins, il s'est présenté à Nutty Petty avec son frère et 9 autres amis à 20h. Après une heure d'exploration des plus grandes grottes, Jones s'est séparé du groupe pour relever un défi. Le passage très étroit appelé le canal de naissance. Jones est entré tête la première dans des passages étroits jusqu'à ce qu'il se coince tête la première dans une impasse et ne puisse plus reculer. Il n'y avait nulle part où aller et il ne pouvait plus reculer. Tout ce que l'on pouvait voir, c'était ses 2 pieds. Au cours des heures suivantes, 137 sauveteurs se sont présentés et ont désespérément tenté de le sauver. Ils ont même installé un système sophistiqué de poulies et de cordes pour le sortir. Mais, faisant 1,80 m et 90 kg, John était trop lourd. La poulie a ensuite cassé et Jones a glissé en arrière dans la crevasse et était désormais inconscient. Le fait d'être dans une position inversée pendant 27 heures a finalement rattrapé Jones. Et il est mort d'un arrêt cardiaque. Il était trop dangereux de sortir son corps de la grotte. Alors, des explosifs ont été utilisés pour faire effondrer la grotte près du corps de Jones, l'enterrant pour toujours. Niveau 5. La vengeance du caméraman. La vengeance du caméraman était un film muet russe de 12 minutes, créé par Ladislas Starevich en 1912. Contrairement à de nombreuses célébrités, les acteurs de ce film pouvaient être trouvés dans presque tous les jardins. Et ils n'avaient pas de paparazzi à leur trousse. C'étaient des insectes morts, qui étaient animés en stop motion comme des marionnettes. Le film commençait par un sentiment humain populaire. Monsieur Scarabée, ennuyé par la vie conjugale, est allé rencontrer son amante, une libellule, dans une boîte de nuit où elle se produisait. Mais la libellule avait un ex jaloux, un criquet.
Et Scarabée et le criquet se sont battus avant que Monsieur Scarabée et la libellule ne partent ensemble pour faire l'amour. Monsieur Scarabée ne savait pas que le criquet était un caméraman et qu'il les filmait en train de faire de plus en plus de choses sales. Lorsque Monsieur Scarabée est rentré chez lui, il a trouvé une mauvaise surprise. Madame Scarabée avait aussi un amant, un jeune Scarabée artiste. Après avoir battu l'amant, Monsieur Scarabée a pardonné à sa femme et l'a emmené voir un nouveau film. Il ne savait pas que le criquet travaillait le projecteur. Et il a projeté l'affaire de Monsieur Scarabée avec la libellule. Après que Madame Scarabée ait attaqué Monsieur Scarabée et le criquet, elle et son mari se sont retrouvés derrière les barreaux. Même si tout le casting est composé d'insectes morts dont les membres sont agités, un siècle plus tard, ce film bizarre continue de ravir beaucoup de gens. Pourquoi la tronçonneuse a été inventée ? La tronçonneuse, un outil motorisé pratique pour couper des arbres, de la glace et tout ce qui est en extérieur. Mais la tronçonneuse n'a pas été inventée pour quoi que ce soit de semblable. De nos jours, lorsque les femmes ou les bébés se retrouvent coincés lors de l'accouchement, une césarienne est le moyen le plus simple de sortir le bébé. Mais à l'époque, qui n'était pas si bonne, les femmes tombaient encore comme des mouches parce que les médecins ne savaient même pas qu'il fallait se laver les mains avant de mettre les mains dans le vagin d'une femme. Alors, dans les années 1770, lorsque le médecin français Jean-René Sigaud a eu l'idée de couper l'articulation pelvienne et d'élargir la femme pour sortir un bébé, l'idée s'est répandue comme une traînée de poudre, même si c'était lent, douloureux et causait des infections. Une décennie plus tard, deux médecins écossais, John Aitken et James Jeffrey, ont amélioré son idée et fabriqué des scies plus tranchantes. Cela a ensuite été développé en la tronçonneuse à manivelle par le médecin allemand Bernhard Hein. Ces procédures étaient réalisées sans anesthésie et les mères étaient conscientes tout au long. D'ici 1905, la tronçonneuse a été mise au rebut sans cérémonie et a été rapidement adoptée par l'industrie du bois. Cependant, elle a été utilisée sur environ 1500 femmes en Irlande entre 1944 et 1987, sans leur consentement ni leur connaissance. Plusieurs d'entre elles ont développé de l'arthrite dans les hanches et la colonne vertébrale et marchaient en boitant, tandis que d'autres dépendaient d'analgésiques pour le reste de leur vie. Niveau 6. Delphine de LaLaurie. La maison au 1140 Royal Street à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, a eu une histoire mouvementée. C'était un lycée public, un conservatoire de musique et un magasin de meubles. À un moment donné, l'acteur Nicolas Cage l'a même acheté. Mais le manoir de 3 étages avait autrefois une histoire sombre qui a été révélée le 10 avril 1834, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la cuisine. À cette époque, c'était la maison de la riche matrone de la société Madame Delphine LaLaurie. LaLaurie était connue pour être généralement polie envers les Noirs et attentive à la santé de ses esclaves. Elle avait même libéré 2 de ses esclaves après l'interdiction de la traite des esclaves. Pourtant, il y avait des rumeurs selon lesquelles LaLaurie maltraitait ses esclaves, gardant sa cuisinière enchaînée au poêle de la cuisine et pourchassant les esclaves avec des fouets. Mais la réalité s'est avérée bien pire. Ce jour fatidique, les secouristes, tentant d'entrer dans les quartiers des esclaves et de s'assurer que tout le monde avait été évacué, LaLaurie a refusé de donner les clés. Lorsqu'ils ont enfoncé la porte, ils ont découvert pourquoi. Non seulement les esclaves étaient encore dans le bâtiment, mais ils étaient attachés et émaciés. Certains d'entre eux étaient suspendus par le cou, fouettés et avaient des colliers en fer hérissés de pointes autour du cou. Lorsqu'ils ont creusé la cour, ils ont trouvé les corps de plusieurs esclaves, dont une fille de 12 ans qui était tombée à sa mort en fuyant le fouet de LaLaurie. Les esclaves ont été emmenés dans une prison locale, où ils étaient disponibles pour être vus par le public. Jusqu'à 4000 personnes se sont précipitées pour ce cirque. Lorsque la nouvelle s'est répandue, une foule en colère a attaqué sa résidence et tout détruit. LaLaurie a fui la ville vers Paris avec sa mère et ses sœurs dans la confusion. En 1942, une plaque de cuivre a été trouvée dans un cimetière avec son nom dessus. Mais le folklore autour de ce que LaLaurie a fait perdure. Certains disent qu'elle a tué jusqu'à 600 esclaves. D'autres disent qu'elle a été rendue folle parce que son mari couchait avec les esclaves. Une histoire particulièrement horrible raconte que Delphine tuait des esclaves pour créer un baume de beauté à partir d'un pancréas humain frais. Le manoir est toujours debout aujourd'hui.
et les invités affirment avoir vu des fantômes traînant des chaînes. Les enfants de la fourmilière. Du temple du peuple, fondé et terminé par Jim Jones, à la porte du porte de paradis par Marshall Applewhite, l'histoire est remplie d'histoires sur des groupes spirituels et des sectes qui ont horriblement mal tourné. L'un d'eux était les enfants de la fourmilière. Le 16 août 1988, Gabrielle Lavallée s'est présentée dans un hôpital à Toronto dans un état horrible. Plusieurs de ses dents manquaient et elle avait perdu un bras. Son agresseur était un homme nommé Roch Thériault. En 1981, Roch avait été condamné à 2 ans de prison et 3 ans de probation après que les restes calcinés d'un enfant de 2 ans, Samuel Gilger, aient été trouvés dans la commune. Le garçon avait des difficultés à uriner et Roch avait décidé de le traiter en incisant son pénis. Lorsque le garçon est mort, Roch avait ordonné de brûler son corps. Mais Roch n'a pas commencé comme ça. Au début, Roch prêchait que le monde corrompu prendrait fin dans une apocalypse en février 1979 et que les seuls à échapper seraient lui et ses disciples. 16 personnes, dont 4 enfants, l'ont suivi, abandonnant leur maison et leur famille et quittant l'université. Ils ont suivi Roch pour construire la commune. Mais Roch ne faisait aucun travail. Alors qu'il regardait ses disciples s'affairer comme des fourmis pour exécuter ses ordres, Roch a été inspiré pour les appeler les enfants de la fourmilière. Pour augmenter ses disciples, Roch a épousé toutes les femmes de la commune et les a mises enceintes, engendrant 26 enfants. Les choses ont empiré lorsque février 1979 est arrivé et passé sans que la prophétie de Roch ne se réalise. Petit à petit, Roch est devenu de plus en plus dérangé. Il a forcé un homme à couper le doigt de sa femme parce qu'elle voulait partir. Il les a forcés à manger leurs propres excréments et autres. Et a forcé les membres de la commune à se casser les jambes avec des masses. Roch est devenu convaincu que les gens étaient malades, même s'ils ne l'étaient pas. Il les traiterait en faisant des choses comme des lavements au vin. L'une des agressions les plus atroces a été infligée à une femme nommée Gabrielle Lavallée. Lorsqu'il ne faisait pas de vol à l'étalage, les membres de la secte collectaient de l'argent en fabriquant du sirop d'érable, des conserves, du pain et en fumant du poisson et en les vendant de porte en porte. Lorsque Gabrielle n'a pas gagné assez, Roch l'a puni en lui arrachant les dents avec des pinces. Une autre fois, il lui a amputé le bras sans anesthésie, lui fracassant la tête avec une hache et quelques autres choses qui sont juste trop atroces à détailler. Gabriel s'est enfui et a pu obtenir de l'aide. Il a été condamné à 10 ans de prison, mais plusieurs de ses femmes ont déménagé près de sa prison pour attendre sa libération. Elle n'est jamais venue. En 2011, Roch Thériault, 63 ans, a été poignardé et tué par un détenu. Le dernier clou dans le cercueil des enfants de la fourmilière. Noma. En Asie, en Amérique et surtout en Afrique, une maladie appelée Noma ravage les communautés appauvries. Les personnes qui survivent sont laissées avec certaines des pires défigurations de leur visage. Ce sont les chanceux. Parce que le Noma est plus courant dans les zones avec de mauvais soins médicaux et exposition, ce qui commence comme un ulcère dans la bouche devient rapidement bien pire. Lorsque la maladie commence à défigurer le visage, ils sont souvent gardés cachés à l'intérieur parce que beaucoup croient que la maladie est soit contagieuse, soit causée par la sorcellerie. Même si elle peut être traitée par une meilleure hygiène, des antibiotiques et une meilleure alimentation, très peu parviennent à un hôpital. En conséquence, 90% des personnes qui contractent le Noma meurent. Les rares qui survivent sont laissés avec une défiguration faciale sévère et ont des difficultés à parler et à manger. Ils sont souvent stigmatisés et cachés. Seuls quelques-uns ont la chance de subir des opérations et de mener une vie presque normale. Défi Run the Gauntlet. Le défi Gauntlet, ou Run the Gauntlet, était un défi sur un site web de choc appelé runthegauntlet.org. C'était simple. Regarder 20 vidéos de plus en plus dérangeantes en ligne et arriver à la dernière. Il y avait des vidéos comme une fille se cassant un bras en faisant un bras de fer, un gars se faisant des coupures de papier, et un autre jouant à la roulette russe avec des gobelets qui avaient un couteau sous l'un d'eux. Ce n'était que 3 des 20 vidéos. Le reste pouvait être n'importe quoi. De la pornographie, de la à la graphique et la mal. Le défi est devenu populaire en 2014 et plusieurs youtubeurs ont fait des vidéos de réaction en ligne où ils essayaient Run the Gauntlet.
Il a refait surface en 2022 avec de nouvelles vidéos de choc, et plusieurs TikTokers et YouTubers ont rejoint le défi, beaucoup affirmant avoir été traumatisés. Cependant, il est également utile de noter que certaines séquences ne sont pas réelles et ont été créées pour inciter la peur. Alors, allez-vous run the gauntlet? Le véritable exorcisme d'Emily Rose. L'exorcisme d'Emily Rose était un film d'horreur américain de 2005 sur un avocat qui a pris une affaire d'homicide involontaire impliquant un prêtre qui a effectué un exorcisme mortel sur une jeune femme nommée Emily Rose. Mais le film était basé sur la vie très réelle et très tragique d'Annelise Michel. Anne est née dans une famille catholique dévouée en 1952 en Allemagne de l'Ouest. À l'âge de 20 ans, elle avait été diagnostiquée avec une psychose et une dépression et était traitée dans un hôpital psychiatrique et sous de lourds médicaments psychiatriques. Pendant qu'elle prenait ces médicaments, Anne léchait son urine sur le sol, grognait contre les croix et mangeait des araignées. Une fois, elle a mordu la tête d'un oiseau mort. C'est alors que sa famille a cessé de consulter des médecins et a décidé qu'Anne devait être possédée. Ils ont approché l'église catholique romaine pour un exorcisme en 1975. Et une fois qu'ils ont obtenu l'approbation d'un évêque, la vie d'Annelise est devenue un cauchemar vivant. Au cours des 10 mois suivants, 2 prêtres catholiques romains ont effectué 67 exorcismes sur Anne. Il existe des enregistrements audio dérangeants et hantés de certains de ces exorcismes. Ich spreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Uns geht's kein Zurück. Sie in alle Ewigkeit. Chaque session durait jusqu'à 4 heures. Et Anna a été retenue et maintenue à genoux. Le fait de rester constamment à genoux en prière a causé la rupture de certains de ses os et le déchirement de ses tendons de ses genoux. Mais elle n'a jamais été emmenée pour être soignée et a été maintenue à genoux malgré les blessures. Anne a cessé de manger et le 1er juillet 1976, elle est morte de déshydratation et de malnutrition. Elle avait 23 ans et ne pesait que 33 kg. Les parents d'Anne et les 2 prêtres catholiques romains ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés à 6 mois de prison. Cela a ensuite été réduit à 3 ans de probation pour les prêtres. Ses parents n'ont jamais purgé de peine parce qu'ils avaient suffisamment souffert. David Kalak, 4chan. En novembre 2014, 3 photos horribles sont apparues sur 4chan. Elles montraient le corps nu de 30 ans d'Amber Lynn Schrau, gisant sur un lit, avec des marques de strangulation autour de son cou. La mère de 5 enfants était morte. L'auteur anonyme se lamentait que c'était plus difficile d'étrangler quelqu'un à mort. Il a également donné des détails sur son plan pour mettre fin à sa vie. Puis il est entré dans les détails sur la façon dont il l'avait fait. Lorsque la police s'est rendue à son domicile, ils ont trouvé son permis de conduire sur lequel était écrit le mot « mort » griffonné dessus. Le était son petit ami, David Kalak, 33 ans, vivant avec elle, un homme qu'elle connaissait depuis son adolescence. Malgré son plan de par la police, David s'est approché d'un agent de police et a avoué ce qu'il avait fait. Il avait une lettre de confession sur lui. La défense de David était qu'il avait bu un demi-gallon de vodka, 18 canettes de bière et avait fait un blackout. Dans les jours qui ont suivi la publication des photos, certaines personnes ont commencé à utiliser les photos du visage et du corps de Coplin pour faire des mèmes dérangeants. A Serbian Film. En 2010, le réalisateur serbe Srđan Spasojević a sorti A Serbian Film. Un film que certains décriraient comme le plus dérangeant de tous les temps, qui a fait ses débuts au cinéma. Il s'agissait d'une ancienne star du porno nommée Milos, qui avait obtenu un rôle dans un film d'art. Mais le réalisateur tournait un snuff movie. Il a drogué Milos et l'a formé à commettre des actes extrêmement y compris abuser sexuellement d'un nourrisson et décapiter une femme, se faire sodomiser et les morts les plus sanglantes et les plus graphiques. À la fin, Milos ainsi que sa femme et son fils. Puis une autre équipe de tournage est entrée dans leur chambre où se trouvait leur corps. Et le réalisateur a fait une remarque sur le garçon mort. Le film graphique avait tous les thèmes odieux sous le soleil. Viol, inceste, abus d'enfants, nommez-le. Le film est sorti avec des critiques mitigées dans certains pays. D'autres, y compris les Philippines,
L'Espagne et l'Australie l'ont complètement interdit. Au Royaume-Uni, le film n'a été diffusé qu'après que 4 minutes et 11 secondes de son contenu original aient été supprimés, en faisant le deuxième film le plus censuré au Royaume-Uni. Incident Byford Dolphin. Plonger profondément dans l'océan comporte des risques, comme le mal de décompression. Alors, les plongeurs restent souvent dans des chambres pressurisées avec des lits, des fournitures et d'autres nécessités dont ils ont besoin pendant qu'ils travaillent, économisant du temps et gardant les plongeurs sous pression tout le temps. C'était une approche gagnant-gagnant, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le 5 novembre 1983, 4 plongeurs, Edwin Coward, Roy Lucas, Björn Bergersen et Truls Elvik, sont revenus d'une mission commerciale en haute mer près de la plateforme pétrolière Byford Dolphin en mer du Nord. Ils sont retournés dans les chambres de vie comprimées connectées qu'ils partageaient. Et les plongeurs William Cramond et Martin Saunders ont commencé à équilibrer la pression entre les chambres de vie principales et la salle de la cloche de plongée. Une procédure qu'ils avaient faite une douzaine de fois. Mais cette fois, quelque chose s'est passé. Et la pression dans les chambres est passée de 9 atmosphères à 1. William et Michael ont été frappés par la cloche de plongée, tuant William et blessant gravement Martin. À l'intérieur de la chambre, 3 des plongeurs ont bouilli de l'intérieur et ont explosé, éparpillant leur corps partout dans les chambres. Le corps du 4e plongeur a été aspiré à travers une petite ouverture et séparé en morceaux. Il a été envoyé à l'autopsie en 4 sacs séparés. Aussi horrible que cela puisse paraître, ils n'ont probablement rien senti. La plateforme a accusé les hommes, affirmant qu'ils avaient probablement fait une erreur après avoir travaillé pendant 12 heures. Il a fallu à leur famille 26 ans pour obtenir un rapport montrant que les défaillances de l'équipement étaient la cause de leur mort et obtenir une compensation. Les bandes de Poughkeepsie. En 2001, la police a trouvé 800 bandes dans une maison abandonnée à Poughkeepsie, à New York. Les bandes montraient des décennies de meurtres par le brutal série Edward Carver. Edward avait fait des films, entrant dans des détails minutieux pour enregistrer tout, de sa traque à leur horrible, y compris le moment où il a cousu la tête d'un homme au torse de sa femme. Tout en détails graphiques. Edward n'a jamais été attrapé. Pendant longtemps, beaucoup étaient terrifiés à l'idée qu'Edward Carver soit toujours en liberté. Il y avait juste un problème avec ça. Edward Carver n'était pas réel, et les bandes de Poughkeepsie n'étaient pas un documentaire, mais un film tourné pour ressembler à un documentaire. Même avec cela, beaucoup étaient encore convaincus que les scènes de meurtre étaient si horriblement réelles qu'elles avaient été prises à partir de véritables snuff tapes de vrais tueurs. Ils n'étaient pas loin de la réalité. Les scènes avaient été inspirées par 3 séries. Il y avait Kendall François de Poughkeepsie, New York, reconnu coupable d'avoir 8 femmes. Puis Leonard Lake et Charles Eng, Ted Bundy, qui a tué au moins 11 personnes, et Jeffrey Dahmer, qui a photographié 17 hommes. Tous les 3 combinés pour créer l'horrible Edward Carver, et ce qui est encore classé comme l'un des films d'horreur found footage les plus infâmes et les plus effrayants de tous les temps. Image des funérailles de Vladimir Komarov. La course à l'espace États-Unis-Russie a été l'une des rivalités technologiques les plus significatives du siècle dernier. Bien qu'elle ait apporté de nombreuses étapes importantes, les deux pays ont également souffert de nombreux échecs et pertes humaines. L'un d'eux était Vladimir Komarov, connu comme l'homme qui est tombé sur Terre. En octobre 1964, Vladimir Komarov a commandé un vol spatial qui fut le premier à transporter plus d'un membre d'équipage dans l'espace. Le 23 avril 1967, il est devenu le premier cosmonaute soviétique à voler dans l'espace une seconde fois lorsqu'il a été sélectionné pour piloter une capsule lors d'une nouvelle mission. Mais dès le lancement, les problèmes ont commencé à s'accumuler. Un panneau solaire ne s'est pas déployé, limitant les réserves d'électricité, et des difficultés de manœuvre sont rapidement apparues. Pire encore, il a perdu le contact avec le centre de contrôle au sol et le carburant s'épuisait. La mission étant irrémédiablement compromise, il ne restait plus qu'une seule option, tenter de ramener la capsule sur Terre. C'était un dernier recours auquel personne ne s'était préparé. Mais si quelqu'un pouvait y arriver, c'était bien Vladimir. Au début de sa rentrée dans l'atmosphère, il semblait confiant. Mais en quelques secondes,
Ce fut la catastrophe. Le parachute principal et le parachute de secours se sont emmêlés. Des rumeurs disent que juste avant l'impact, Vladimir aurait maudit ce qu'il avait envoyé dans cette mission. La capsule s'est alors écrasée et a explosé en flammes. Fait choquant, Vladimir savait que la capsule n'était pas sûre. Les techniciens avaient identifié pas moins de 203 défauts sur l'appareil. Pourtant, il a refusé de se retirer de la mission, ne voulant pas que son remplaçant et meilleur ami, Yuri Gagarin, prenne sa place et meure à sa place. On raconte que Vladimir a fait une dernière demande, des funérailles à cercueil ouvert, afin que les responsables soviétiques soient contraints de voir le résultat de leur erreur. Ce qui restait de son corps après l'impact et l'incendie n'était qu'une masse informe de 79 cm de long. Seul un os du talon ébréché a survécu au crash.